RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Des souris et des hommes qui, en cette rentrée, changent d'horaire, je vous le rappelle. Vous avez peut-être l'habitude d'écouter cette chronique numérique le vendredi à midi. La voici le mercredi à midi 12, on va dire midi 10. Avec nous aujourd'hui Jean Pouly, donc bonjour. Bonjour. On parle d'Internet qui est à la fois un poison, un remède et un bouc émissaire. On parle de pharmacon numérique, c'est le thème de votre chronique. Expliquez-nous. Ah oui, un petit peu de pharmacologie aujourd'hui avec une actualité qui a tristement mis en une de nos informations la menace sur le droit à la liberté d'expression à travers le tragique attentat de caricaturistes français. Et paradoxe de la situation, à travers les différentes initiatives mises en œuvre depuis quelque temps et la volonté affichée d'instaurer un Patriot Act à la française, l'État s'apprête à prendre dans la précipitation des mesures liberticides sans précédent pour répondre justement à cette menace sur la liberté d'expression. Alors ce paradoxe étonnant est l'illustration parfaite justement du pharmacon, un vieux mot grec, à l'origine du mot français pharmacie, remis au goût du jour numérique par le philosophe français Bernard Stiegler, mot qui désignait à la fois, comme vous l'avez dit, le poison, le remède, mais aussi le bouc émissaire. Alors en quoi la technologie et Internet en particulier sont-ils pharmacologiques ? Alors parce que toute technique est fondamentalement ambivalente. L'écriture par exemple a pu et peut encore être aussi bien un instrument d'émancipation que d'aliénation. L'imprimerie a permis d'engendrer les Lumières par une diffusion de leurs idées et dans le même temps a propagé les théories racistes d'Adolf Hitler dans Mein Kampf. On peut voir simultanément dans les technologies de la communication un remède à l'obscurantisme, un poison favorisant justement la diffusion d'idées dangereuses, ou encore un bouc émissaire, quand on accuse le média d'être à l'origine du mal. Un peu comme ceux qui, pour se défausser des vraies questions qui se posent aujourd'hui à nous, accusent sans procès Internet et les réseaux sociaux d'être à l'origine de la radicalisation islamiste. Voyons les choses dans l'ordre. En quoi Internet peut-il constituer un poison ? Alors une banalité serait tout simplement de dire, voilà, dans la mauvaise utilisation qui en est faite, bien sûr, mais ça serait limite la palissade que de le dire. Alors cherchons donc plutôt en quoi ça serait intrinsèquement un poison, et qui donc aurait son propre remède. Alors c'est un média ouvert, Internet, en réseau, et du coup c'est difficilement contrôlable. C'est un peu comme une toile d'araignée ou une hydre, on la coupe à un endroit et elle repousse de l'autre. Alors Internet véhicule donc les pires abominations de l'humanité, pédophilie, terrorisme, trafic de drogue, d'organes ou d'enfants, et il est très difficile de bloquer tout ou partie de ces contenus illégaux au regard des législations nationales, au risque de tout bloquer et de toucher justement à la liberté fondamentale. Par ailleurs, Internet est aujourd'hui un tel média de masse qu'il devient aujourd'hui très difficile de trier le bon grain de l'ivraie. Si le défi de la dernière décennie était d'indexer le contenu d'Internet, et c'est à peu près maintenant mis en place avec les outils dont nous disposons, il faut désormais s'attacher à l'immense défi d'un Internet fiable, sûr et qui donne une réelle qualité aux informations accessibles. Enfin, Internet et la puissance d'accès et d'analyse des données, on en parle souvent ici, constituent l'instrument ultime pour mettre en place un vaste système de surveillance et de contrôle généralisé de la société, d'ailleurs très bien décrit dans l'ouvrage et le film de science-fiction 1984 de George Orwell. Alors voyons aussi les bons côtés. En quoi le numérique et Internet peuvent-ils être un remède ? Les technologies numériques, nous en parlons souvent ici, et les réseaux permettent des ruptures profondes qui apportent de nombreux bénéfices à nos sociétés. Nous en avons souvent parlé dans cette chronique. C'est un média horizontal, décentralisé, accessible presque partout et par tous. Et donc très démocratique. Il permet à l'expression des minorités de se faire connaître, comme cela a été le cas lors des révolutions arabes, par exemple. Ce média permet aussi de libres interactions entre utilisateurs, la diffusion des idées, des savoirs, des techniques et des connaissances, comme jamais cela n'a été possible dans l'humanité. C'est d'ailleurs sans doute ce qui permettra d'atteindre les objectifs d'une éducation massive dans les pays les plus pauvres, car il brise les modèles de privatisation du savoir. Internet et le numérique permettent aussi l'émergence d'une économie collaborative grâce aux technologies de pair à pair, en mettant en relation directement l'offre et la demande dans le temps et dans l'espace. Et Internet permet par exemple le développement sans précédent de nouveaux usages à valeur ajoutée sociale et environnementale, comme le covoiturage, le prêt de maison, d'objets ou l'échange de services entre particuliers. Enfin, le vaste mouvement de dématérialisation, de numérisation permis par le numérique génère aussi de nombreux bénéfices dans l'évolution des modes de travail avec le développement du travail à distance, du coworking, qui favorise la qualité de vie, mais aussi dans l'évolution
de la consommation et des loisirs, avec un accès sans précédent aux œuvres de l'esprit, aux arts et à la culture. Alors on a ce paradoxe, poison, remède, comment on le dépasse ? Vous l'avez compris, tout dépend pourquoi et comment on utilise les technologies numériques et les réseaux. Il ne sert donc à rien d'acclamer d'une main les réseaux sociaux qui permettent les révolutions démocratiques pour blâmer ces derniers de véhiculer des idées fanatiques. Internet n'est qu'un média, même si certains lui attribuent une valeur, c'est-à-dire qu'il ne serait pas neutre et qu'il aurait une nature intrinsèquement libertaire. Il ne reste qu'un outil à notre service avec ses spécificités et ses règles. Alors, pour dépasser, il faut trouver des réponses spécifiques qui sont appropriées à la nature d'Internet et du numérique. Est-ce que vous avez des exemples très concrets qu'on comprenne bien ? Par exemple, si le contrôle des contenus n'est pas possible, ou alors à tout couper et à se retrouver comme en Corée du Nord. En revanche, la notion de régulation d'Internet est souhaitable. C'est une gouvernance en réseau où chaque partie prenante est co-responsable. C'est d'ailleurs l'unique façon de réguler efficacement le réseau sans le couper. Et ses fondateurs l'ont d'ailleurs compris depuis longtemps. J'avais fait une chronique sur cette question de la gouvernance de l'Internet. Si Internet en tant que tel n'est pas un territoire où s'appliquerait un droit spécifique, tous les droits et les législations nationales ou locales s'appliquent sur Internet. Par exemple, s'il est interdit de tenir des propos racistes dans la vraie vie, c'est la même règle qui s'applique sur Twitter et Facebook. Il faut donc éduquer largement les utilisateurs d'Internet aux règles fondamentales du droit, de l'éthique et de la sécurité qui sont nécessaires à un bon usage du web. Il faut également avoir une éducation critique à ces outils pour avoir un bon discernement et ne pas tomber trop facilement dans ces nombreux pièges. Alors, cela tombe bien, car c'est le sujet d'un événement exceptionnel sur l'éducation aux médias qui se tiendra à la fin du mois à Saint-Étienne et qui s'appelle Event et qui est organisé par la facétieuse Doré Bruyas, que vous connaissez et qui co-anime cette chronique avec moi. Et ça s'appelle donc Event, c'est à Saint-Étienne. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci Jean Pouli d'avoir été avec nous. On vous réécoute bien sûr et on vous retrouve avec Doré Bruyas chaque semaine à cette même heure. À très bientôt.